Donc en 90, on est retourné sur le terrain. Alors il faut bien se représenter ce terrain. C'est au milieu de nulle part, en gros. C'est de la forêt 99%, je dirais. Et c'est atteignable uniquement. Alors maintenant, il y a une piste d'aviation qui a été ouverte en janvier 2011. Mais toute la période où on a fait nos terrains, on y arrivait soit à pied, ce qui s'est passé la première fois qu'on est arrivé à pied, et pas des marches faciles, parce que ça monte, ça descend sans arrêt, avec des petits ruisseaux dans le fond des vallées. Et donc alors, quand on est arrivé la première fois, il y avait cette piste d'aviation qui avait été ouverte par ce missionnaire linguiste dont je parlais tout à l'heure, Rick Spies, qui était là avec sa famille. Il avait fait construire une piste d'aviation, donc c'était en Gaë, c'était une longue journée de marche pour atteindre ensuite la Chouaouille. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, je me souviens d'une marche difficile quand on n'est pas entraîné. Et sinon, Angay ensuite a été, quand il est parti, début des années 90, la piste n'a plus été entretenue, donc il n'y avait plus cette possibilité-là. Et alors à ce moment-là, c'était Menyamia, c'était 2 jours de marche. Donc c'était ça, mais avec Camille, on est évidemment arrivé, on ne pouvait pas arriver à pied, donc on est arrivé en hélicoptère. Voilà. Et quand on y est retourné après tout seul, elle est venue ensuite, on l'a amenée ensuite plusieurs fois, mais on a aussi fait des séjours sur le terrain tout seul, et là on marchait de nouveau 2 jours. Donc c'est un terrain isolé, pas de magasin, donc il faut tout prévoir. Donc on consommait la nourriture locale, patates douces, tarots, légumes verts, mais on apportait aussi du riz pour varier un peu les plaisirs, et médicaments, tout ça doit être prévu à l'avance. Voilà, et donc je vous parlais d'Ankavé, Barouya, Anga, donc en fait les Ankavés, les Barouya et les Sambias appartiennent à un ensemble de groupes dont on sait qu'ils ont des liens anciens, une même origine commune, qui s'intermariaient il y a des milliers d'années et qui ont ensuite divergé suite à des conflits, etc. Donc les Ankavés sont des gens qui ont été repoussés toujours plus vers le sud et qui sont maintenant à 5 jours de marche des Barouya. Donc qui ne se voient pas. Voilà, que les Ankavés de loin en loin ont besoin du sel barouilla dans leurs initiations, et les barouillas ont besoin de plumes d'oiseaux de paradis qu'il n'y a pas chez eux. Donc il y a des systèmes d'échange pour obtenir tous ces objets nécessaires pendant les initiations. Donc en 90, on y retourne, et puis quand je reviens, voilà, c'est le moment d'écrire la thèse. Alors ma thèse elle est très monographique, donc assez classique, mais j'ai essayé quand même d'avoir pas seulement description, mais je voulais essayer de montrer les liens qu'il y avait entre représentation du corps, parenté. Alors parenté, c'était surtout échange du cycle de la vie, et rapport homme-femme, comme on disait à l'époque. Donc genre, quoi. Et
et donc, en fait, ce que j'avais remarqué, et ensuite j'ai trouvé un rapport de patrouille où il y avait eu des patrouilles dans les années 60 par l'administration australienne, et l'administrateur de brousse, comme on disait, avait noté dans son rapport, en passant dans la région, qu'il n'avait jamais vu dans cette région-là des marques d'affection aussi marquées entre hommes et femmes. Ce que moi, je n'avais pas du tout vu chez les Barouillas, ce que Maurice Godelier ne décrit absolument pas. Et c'est vrai qu'il y a chez les Encavés, il y a une domination masculine, c'est les femmes qui travaillent le plus, c'est elles qui on les voit revenir au crépuscule, chargées de boîtes chauves, d'un énorme filet de portage rempli de patates douces, etc. Et donc c'est elles qui triment, on va dire. Mais en même temps, les femmes, en tant que mères en tout cas, et en tant que sœurs, on va le voir dans les initiations masculines, sont valorisées. Et il y a moins de violence, il y a moins de cris que chez les Barouillas. Ouais, ça m'avait frappé, et ça avait donc été noté par cet administrateur de brousse qui, a priori, n'était pas là pour noter particulièrement ce genre de phénomène. Donc j'ai essayé de montrer ces liens de cohérence entre représentation du corps, parenté et... À parenté, il n'y avait pas seulement les échanges, il y avait aussi les règles de mariage, et les règles, pas tellement les règles, mais les pratiques en fait, parce que ce que j'avais mis au jour, alors c'est Pierre qui a fait la plus grande partie, qui a recueilli la plus grande partie des généalogies, mais c'est moi qui les ai analysées en fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu on était chacun de notre côté, mais au niveau des analyses, on a utilisé aussi les matériaux recueillis par l'autre. Ce qui a enrichi évidemment les analyses, à la fois pour les initiations, on va le voir, et puis pour les mariages, parce que dans ma thèse, j'ai analysé tous les mariages d'un clan. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pierre a travaillé avec un monsieur qui est mort assez vite après, qui était assez âgé, qui avait une mémoire phénoménale. Je ne sais pas si ça existe partout, mais il connaissait les généalogies de toute la vallée et de la vallée d'à côté. Et en fait, Pierre a passé des semaines et des semaines à recueillir ces généalogies. Et moi, je les ai analysées pour voir si les interdits de mariage étaient respectés, s'il y avait d'autres règles implicites qu'on pouvait mettre en place, etc. Bon, qu'on pouvait révéler. Et il s'est avéré que il y avait un interdit qui était respecté sans être explicité, qui était celui qui... il n'y avait aucun mariage entre des gens dont les grands-mères maternelles étaient sœurs. Donc un lien exclusivement utérin empêchait les gens de se marier. Et les gens ne parlaient pas de cet interdit, mais il était parfaitement respecté. Enfin, cet interdit. Voilà, il y avait quelque chose qui empêchait les gens de se marier, et c'était évidemment le lien par le sang que transmettaient les femmes. Donc j'ai mis ces liens de cohérence au jour dans cette thèse. Alors, après, je l'ai publié, et entre-temps, entre la soutenance de la thèse qui a eu lieu février 93, si je me souviens bien, et le livre qui est paru en 96, il y a eu les initiations. À l'automne 94, on y retourne en 93, mais
Il ne s'est rien passé de spécial, disons, dans ce domaine. Mais en 1994, ils ont décidé d'organiser des initiations masculines pendant qu'on était là. Donc on est resté 3 mois. Et là, je suis restée auprès des femmes qui... alors j'avais aucune idée de ce qui allait se passer pour elles. Hein. Je savais que les hommes allaient emmener les garçons en forêt, qu'ils allaient leur percer le nez. Enfin, j'avais lu Godelier et je savais... et Pierre avait recueilli des récits sur les initiations, donc on savait ce qui allait se passer à peu près. Donc lui allait passer du temps en forêt avec eux. Et moi, je me suis dit, je vais rester avec les femmes et voir ce qui se passait. Puis on m'avait quand même dit que tu vas voir, les femmes, on va les emmener tout près, dans le même village, et elles vont être... Enfin, on m'avait quand même dit, il faut que tu viennes, il y a des choses à regarder. Et donc là, je vois que tout le monde se met à construire une maison, un grand abri de feuillage où les femmes allaient être recluses pendant toute la durée des initiations masculines. Et on leur dit, les femmes, pas les femmes, les mères, des novices, les vraies mères, ou quand la mère est morte, une mère de substitution, une sœur de mère. Et on leur dit, vous bougez pas de cet endroit, vous ne mangez pas de jus de pandanus rouge, pas de légumes qui deviennent gluants à la cuisson, enfin toute une série d'interdits alimentaires. Et de comportements, c'est-à-dire elles ne pouvaient pas se gratter avec leurs doigts. Enfin bon, il y avait une seule chose qu'elles pouvaient faire, qu'elles devaient faire, c'était aller tremper à l'aube, toutes ensemble, à la rivière la plus proche, la cape d'écorce neuve qu'on leur avait remis, que l'expert rituel leur avait remis. Donc ça, j'allais avec elles. On revenait, elles avaient leur cape d'écorce sur la tête, trempée, et elles la gardaient toute la journée. Et alors, voilà, j'observe ça, et puis le soir, Pierre et moi, on ne pouvait pas, il nous avait dit, pas question que vous dormiez l'un à côté de l'autre, etc. Donc on se parlait peu à ce moment-là, mais après les initiations, on s'est rendu compte que les garçons en forêt faisaient la même chose. À part l'interdit sur le jus de pandanus rouge, que les mères pensaient qu'ils le respectaient, mais en fait ils devaient consommer du jus de pandanus rouge. Donc en quelque sorte prendre en charge cette croissance. En fait, j'avais... je raconte ça parce que revenant de je vais revenir sur les initiations, mais revenant de ce séjour à l'automne 94, j'ai ce manuscrit de thèse que je dois réviser pour publication et réduire, parce que ma thèse faisait quand même 600 pages, maintenant on ne fait plus de thèses aussi longues, et c'est tant mieux. Donc il fallait que je réduise à quoi, j'enlève 200 pages. Et donc j'ai réduit, mais j'ai aussi, et je crois que rétrospectivement, je crois que j'ai eu tort, j'ai voulu intégrer ces données sur les initiations. Et du coup, j'ai fait en quelque sorte 2 analyses des mêmes initiations. J'ai fait une analyse en termes de substance, en m'intéressant aux objets, aux substances, donc jus de pandanus rouge, terre, qui était enduite sur les corps des gamins. Et ensuite, j'ai fait une autre analyse sur laquelle je vais revenir. Dans un deuxième temps, dans un autre livre. Donc là, j'ai intégré une analyse
dans le livre qui analysait les choses en termes de l'initiation est une renaissance. Donc les hommes font renaître les garçons avec des substances féminines. Alors, je pense que c'est vrai. On les fait passer dans un corridor de branches. On leur perce le nez. Et on dit que ça les tue. On tue l'enfant qui était en eux. On les fait passer dans un corridor de branchage. Ils sont portés par leur oncle maternel, donc une figure associée côté maternel. Et ensuite, ils sortent de ce corridor de branchage, donc il peut être vu comme un vagin symbolique, quoi. Et puis, à la sortie de ce corridor, on les enduit de graines de pandanus rouge. Donc, ils ressortent, ils sont rouges, en fait, comme un nouveau-né, quoi. Et quand ils redescendent de la forêt, 2 femmes expérimentées les enduisent avec de la terre jaune, qui est aussi celle qui est utilisée par les mères pour enduire leur nouveau-né peu de temps après la naissance. Donc il y avait quand même de quoi proposer cette analyse. Donc c'est ça que j'ai écrit dans le Pandanus rouge, qui est la révision, ma thèse révisée. Ensuite, on est retourné, je crois qu'entre 94 et 98, moi je ne suis pas retournée, peut-être Pierre y est allé, mais pas moi. Alors là, on avait deux petites filles, donc ils étaient encore plus contents. On était encore plus normaux, disons. Donc Clara avait 3 ans et Camille 9. Alors là, c'était très fatigant pour moi, je me souviens. Et en 2002 aussi, on y est retourné toutes les deux. En fait, quand on y était avec les 2 filles, c'était fatigant pour moi, dur, parce que elles me suivaient tout le temps. Et elles me demandaient de traduire. Donc il fallait à la fois que je fasse mon boulot d'ethnologue, attentif à tout ce qui se passait, et puis que je fasse le minimum pour elles de raconter ce qui se passait. Donc je me souviens d'un terrain fatigant. Et alors le hasard fait quand même les choses bizarrement, parce qu'on était resté 9 mois, il n'y avait eu aucune première naissance, c'est-à-dire naissance d'un premier enfant, qui est l'occasion d'organiser le 3e stade et dernier stade des initiations masculines. Et quand on y est retourné à chaque fois pour de plus courtes périodes, il y a eu une cérémonie de 3e stade, de première naissance, en 98, en 2000, en 2002, etc. Et là, du coup, ça a ouvert les possibilités d'analyse autres, parce que j'ai pu analyser les initiations masculines dans tout le cycle, et puis voir l'intervention d'autres catégories de femmes. Donc ce qu'il faut dire quand même, c'est que avoir vu l'implication des femmes dans les initiations masculines, c'était quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. J'ai organisé en 98-99 à l'association Association for Social Anthropology in Oceania une session, donc c'est sur 2 ans. En fait, ils organisent les choses, vous organisez sur 3 ans en général, vous pouvez le faire sur 2 ans. Donc c'est ce que j'avais fait, une session sur l'implication des femmes dans l'initiation masculine, en me disant, il y a peut-être quand même des gens qui ont des données, des ethnologues, des collègues qui ont des données sur le sujet. Et ce serait bien de discuter ensemble et de voir ce qu'on peut faire.
Alors, ça s'est avéré plus compliqué que ce que je pensais, c'est-à-dire en fait, très peu de gens avaient d'informations là-dessus. Euh, et du coup, j'ai organisé une session. Alors d'abord, c'était avec Gil Hurt, qui a bien voulu organiser ça avec moi. Et puis l'année d'après, il a dit non, mais c'est ton sujet, il vaut mieux que tu fasses ça toute seule. Donc il est venu, mais j'étais la seule organisatrice. Et, et en fait, on a organisé, il y avait des gens qui avaient des informations, des données sur euh, des implications de femmes, mais pas en chair et en os, mais de femmes, des esprits féminins. Donc en fait, j'ai édité le livre, alors il est paru plus tard, en 2004, donc ça a mis quand même 4-5 ans à paraître, qui s'appelle Women as Unseen Characters, Male Ritual in Papua New Guinea. Donc il y avait des gens qui ont travaillé sur des initiations, et puis d'autres. Donc à partir de récits essentiellement, il y avait que nous en fait qui avions des, des données de première main. Et sur donc des rituels, alors bachelor cults, plus dans les hautes terres de l'Ouest, donc avec des hommes qui entraient en contact. Alors c'était sur une base individuelle, qui entraient en contact avec un esprit féminin. C'était des rites de préparation au mariage, etc. Donc il y a eu des articles là-dessus. Et puis il y a eu un très bel article de Polly Wissner sur c'était une étude historique, parce qu'elle avait eu des informations. Alors, chez les Enga, donc dans des groupes à grands échanges cérémoniels, donc dans les groupes à grands échanges cérémoniels, il n'y a pas d'initiation, c'est l'un ou l'autre, c'est exclusif. Mais elle avait recueilli des informations sur le passé et sur le fait que dans le passé, il y avait eu il y avait des initiations avec réclusion des garçons, etc. Donc il y avait eu une évolution de type de rituel. Donc ça, c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai édité ce livre, coordonné ce livre, et j'ai essayé de comprendre pourquoi même les féministes, des ethnologues féministes, qui avaient accusé les ethnologues hommes d'androcentrisme, male bias, ils disaient en anglais, de ne pas avoir même imaginé, dans l'abstrait, quoi, que les femmes auraient pu participer d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est pas l'implication équivalente des hommes. Elles ne sont pas en forêt, mais qui doivent être là au même moment, dans un lieu différent, mais au même moment, et reliées à leurs garçons, par un fil invisible, mais qui les oblige à des comportements parallèles, etc., en termes d'interdits, de comportements alimentaires et tout. Et oui, j'étais étonnée, je me disais, mais comment ça se fait que même théoriquement, sur un plan abstrait, elles ne se soient pas posé la question. Je pense qu'il y avait vraiment, dans les études sur les initiations masculines, il y avait vraiment le paradigme de la domination masculine qui était trop présent, trop envahissant pour qu'on puisse même penser, imaginer que les femmes pouvaient être là, parce que ce paradigme de la domination masculine disait non, les initiations masculines sont fondées justement sur l'exclusion des femmes. Donc ça avait empêché de même imaginer que les femmes pouvaient avoir un rôle quel qu'il soit. Voilà pour la première analyse des initiations masculines à partir de ce que j'avais observé de l'implication des femmes chez les Ankavés.